On va travailler sur la définition, sur quelques exemples. On peut vérifier les manuels, ce qu'ils proposent, parce que je peux vous le dire tout de suite, les stratégies d'apprentissage n'existent pas vraiment dans les manuels, alors qu'il faut absolument travailler là-dessus si on veut avoir un enseignement et un apprentissage plus efficace. Pourquoi? Parce que tout d'abord, il faut dire que c'est une stratégie d'apprentissage. C'est-à-dire, en règle générale, on dit que ce sont toutes les techniques, les comportements ou le comportement de notre apprenant ou de nos apprenants qui sont en train d'apprendre. Ça veut dire que ça peut être tout ce qu'ils vont mettre en place, eux, comme moyen pour apprendre, pour intégrer les nouvelles connaissances. Et en fait, en général, on peut utiliser plusieurs termes. Soit on peut parler exactement de différentes actions que nos apprenants vont mettre en place. On peut parler de procédures, des techniques, de comportements particuliers. Attention, je parle de stratégie d'apprentissage. Je ne parle pas du tout de stratégie d'enseignement. C'est-à-dire, ce que vous avez observé avec Christine Chanudet ce matin, où elle a, je ne sais plus qui était dans son groupe, qui a enseigné, par exemple, la grammaire, avec les temps du passé. Ça, c'était exactement une stratégie d'enseignement. De son côté, c'est-à-dire, son objectif, c'était d'introduire une nouvelle question, sans parler exactement du cadre théorique, sans donner de termes théoriques. Et ensuite, de l'autre côté, il y a eu les stratégies d'apprentissage des apprenants, qui ont fait, par exemple, qui ont fait juste une observation du document, qui ont émis des hypothèses, qui ont essayé de réappliquer, de réutiliser ce qu'ils ont observé. Donc vous voyez, il y a ces deux parties. Donc ce travail que les apprenants ont fait en essayant de comprendre, par exemple, ça fait partie de leur stratégie d'apprentissage. Okay? C'est-à-dire, l'idée, ce sera exactement avec les stratégies de dire toutes les stratégies qu'on peut mettre en place. Attention, on ne parle pas seulement de stratégie d'apprentissage pour apprendre dans un sens classique du terme. Il y a aussi les différents aspects qui peuvent avoir un impact sur notre apprentissage. C'est-à-dire, ça peut être, c'est pour ça que je l'ai écrit ici, des stratégies cognitives, des stratégies affectives. C'est-à-dire le rapport qu'on établit avec l'objet, les rapports qu'on établit avec les enseignants, les rapports qu'on établit avec les autres apprenants font partie des stratégies d'apprentissage. Et nous, on est censé travailler exactement sur toutes ces stratégies en réalité. Pourquoi? Parce que les apprenants, ils ne sont pas forcément prêts, ils ne savent pas vraiment quelles sont les stratégies d'apprentissage. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment forcément eu un travail préalable, par exemple dans leur système éducatif. Il n'y a pas forcément eu un apprentissage explicite. Et donc, ça veut dire que nous, dans le cadre de l'enseignement d'une langue étrangère, on doit absolument travailler là-dessus. Alors, je vais vous présenter très brièvement, et comme ça, vous pourrez ensuite travailler sur les manuels, les différentes classifications. Là, je vais insister plutôt sur les classifications de Oxford, qui sont les classifications les plus connues. Vous voyez, hier, vous avez parlé également avec Madame Audinet de stratégie d'enseignement, vue du côté des enseignants. Là, on se place toujours du côté des apprenants. Et donc, au niveau des stratégies, en général, mais là, vous pouvez trouver d'autres définitions, d'autres taxonomies, peu importe, ça, ce n'est pas le plus important. C'est que très souvent, on parle des stratégies directes et des stratégies indirectes. Hop, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Voilà. C'est-à-dire, les stratégies directes, c'est tout ce que nous, on va mettre en place, ou tout ce qui a un rapport avec la langue. C'est-à-dire, quelle est la manipulation de la langue cible? Quels sont les différents processus qu'on va utiliser pour apprendre? De l'autre côté, on va avoir les stratégies indirectes, c'est-à-dire toutes ces stratégies qui vont faciliter notre apprentissage. C'est-à-dire, ces stratégies ne vont pas avoir un impact sur
la langue, sur l'apprentissage de la langue, mais plutôt sur notre manière d'apprendre une langue. Ok ? C'est pour ça que vous allez voir, on va le voir un peu plus tard, quand on parle des stratégies directes, vous allez reconnaître certaines stratégies qui sont tout à fait traditionnelles, vous les connaissez déjà, c'est-à-dire toutes les stratégies mnémoniques. On va voir quelles sont les stratégies mnémoniques. Vous avez les stratégies compensatoires, les stratégies cognitives, et de l'autre côté, vous avez les stratégies indirectes, c'est-à-dire tout ce qui est métacognitif, et là, je vais vous donner des exemples, les stratégies affectives et les stratégies sociales. Plus précisément, quand on va parler de stratégies compensatoires, c'est exactement ce travail que vous avez observé ce matin, et peut-être que vous l'avez observé dans le cadre d'autres groupes. C'est-à-dire, c'est la question de comment je peux deviner. Comment je peux deviner, par exemple, le sens d'un mot. C'est-à-dire, quand on fait un travail sur la compréhension écrite, sur la compréhension orale, comment on fait? Bien évidemment, nous on dit, attention, vous n'allez pas travailler avec vos apprenants sur tous les mots. Il faut faire une première lecture, d'accord? Vous connaissez déjà, je pense, ces étapes, c'est-à-dire, on fait une première lecture, on propose quelques questions de compréhension très générales. Pourquoi? Parce qu'on est plutôt au niveau de l'observation. C'est-à-dire, les apprenants, ils vont dire « Ah oui, il s'agit d'un texte journalistique, par exemple. » Donc, tout de suite, ils sont conditionnés, entre guillemets. Ils savent qu'il va y avoir certaines thématiques, ils savent qu'il y a un certain discours précis, etc. Ensuite, on va faire un travail, par exemple, sur une première compréhension, c'est-à-dire, on va essayer de comprendre le sens général du texte, mais on part du principe qu'on ne reste pas du tout sur les mots. C'est-à-dire, ils ne sont pas là pour, on ne peut pas leur dire, lisez le texte et soulignez les mots que vous ne connaissez pas. Non, ce n'est pas du tout ça notre travail, avec la première compréhension. D'accord ? Lors de la première compréhension, la plus importante, après l'observation, les apprenants, ils vont lire le texte et ils vont essayer de comprendre. Ils vont essayer de comprendre le sens du texte. Ils vont essayer de comprendre quels sont les mots-clés les plus importants, quelles sont les idées les plus importantes. C'est tout. Ils ne vont pas tout comprendre. C'est tout à fait normal. Mais c'est notre objectif. Et à partir de là, il va y avoir une deuxième lecture où ils vont effectivement commencer à deviner. C'est-à-dire, s'il y a des mots qu'ils ne connaissent pas, des mots qu'ils ont soulignés, c'est à eux de deviner le sens. Comment? En regardant exactement le contexte, en regardant le sens général. Voilà pourquoi on dit chaque fois, attention, ça c'est quelque chose que les apprenants doivent apprendre. Ce n'est pas quelque chose qu'on va faire naturellement. Je veux dire, même nous, maintenant, si je vous donne un texte et on ne comprend pas des mots, on va dire tout de suite, on va chercher la définition. Mais exactement, l'idée, ce sera d'amener les apprenants à réfléchir sur leur stratégie pour deviner intelligemment et surtout pour surmonter leurs lacunes. C'est-à-dire, comment je fais pour comprendre un texte, par exemple, une compréhension orale. Parce que la compréhension écrite, c'est quelque chose qui est plutôt, entre guillemets, simple, dans le sens où ils sont devant le texte, ils peuvent revenir plusieurs fois sur le texte, ils peuvent le relire plusieurs fois. Mais la compréhension orale, non. C'est-à-dire, ils vont avoir une première écoute, une deuxième écoute, une troisième écoute, mais c'est tout. Après, ils devront surmonter leurs lacunes, leurs difficultés, etc. De l'autre côté, il y a les stratégies mnémoniques, là vous le connaissez de toute façon, c'est-à-dire comment on fait pour apprendre par exemple le lexique, pour apprendre certaines choses. Et là, effectivement, on est obligé de leur expliquer, on doit leur montrer quelles sont les stratégies mnémoniques. C'est-à-dire l'idée de créer des liens, par exemple, entre les différents mots. Ça vous rappelle bien évidemment, je pense que certains d'entre vous vous avez déjà travaillé sur la carte heuristique, d'accord, où on fait la carte et on essaye de faire les liens entre les différents champs lexicaux. L'emploi, l'utilisation combinée d'images et de sons, pourquoi? Parce qu'effectivement ça peut rappeler certaines choses ou ça permet d'expliquer certaines choses. D'accord? Pour revenir sur la discussion qu'on a eue exactement sur comment on enseigne une langue à des apprenants, qui commence maintenant, où la première question qu'on se pose, c'est est-ce que je peux utiliser la langue première?
d'accord, des apprenants. Et ça, c'est une vraie question. Bien évidemment, je pense qu'on peut avoir, on est 13 personnes autour de la table, on peut avoir 13 réponses différentes, d'accord? Mais l'idée, ce sera exactement de dire, attention, même quand on a des apprenants débutants, on peut travailler sur l'apprentissage exactement sans utiliser la langue, leur langue première. Comment? En utilisant des images, en utilisant des gestes, en utilisant des sons, etc. Exactement pour les amener à une compréhension qui ne va pas être une compréhension assistée, si vous voulez, par l'enseignant qui va chaque fois leur donner la définition, où ils vont chercher la définition dans le dictionnaire, la traduction, etc. De l'autre côté, il y a les stratégies cognitives, c'est-à-dire, là, c'est quelque chose, bien évidemment, que nous, on leur dit chaque fois, mais c'est à eux aussi de travailler, c'est la question exactement de la pratique de la langue, c'est-à-dire comment ils vont faire pour pratiquer la langue, comment ils vont faire pour réfléchir, comment analyser la langue, d'accord ? C'est exactement ce qu'on avait essayé de faire avec les apprenants, on en a déjà parlé un peu, quand on a dit qu'on leur proposait des activités avec leur téléphone portable en dehors de la classe. Pourquoi? Parce que l'idée, ce n'est pas juste pour utiliser les nouvelles technologies, mais exactement parce qu'ils vont se retrouver dans des situations où ils vont pratiquer la langue en dehors de la classe. Et c'est ça qui est le plus important, je pense, c'est l'idée. Peut-être qu'ils vont le faire dans leur contexte arabophone, dans leur contexte égyptien, peu importe le contexte. Le plus important, c'est de les amener exactement à pratiquer la langue, à réfléchir, à raisonner, à recevoir et à envoyer des messages en français. D'accord? Et donc là, on est plutôt dans les stratégies directes. Et l'idée de... Juste, j'avais trouvé ça qui date quand même. Parce que l'idée exactement de... Oui, pardon. Est-ce qu'on applique toutes ces stratégies sur toutes les matières? En fait, pour moi, les stratégies d'apprentissage, ce n'est pas quelque chose qui concerne uniquement la langue. Logiquement, ça devrait faire partie de l'enseignement de toutes les matières. C'est-à-dire la réflexion sur comment je peux deviner, comment je peux aller plus loin, c'est quelque chose qui peut concerner les maths, la physique, la chimie, la langue première. Les matières, vous voulez dire les compétences? Non, les matières, chez moi, par exemple, la traduction, la littérature... Bien sûr, bien sûr. C'est exactement la question. Je veux dire, regardez, certains d'entre vous et certaines, vous enseignez la littérature. D'accord? De toute façon, on le sait tous. Vous donnez un texte de 10 pages à vos apprenants. S'ils n'ont pas le niveau C1 pour lire le texte, ils sont complètement perdus. Et c'est normal. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement la question du lexique, c'est aussi l'outil. Exactement, c'est la langue, c'est le support en tant que tel. Je veux dire, est-ce qu'ils ont déjà l'habitude de lire de la littérature dans leur propre langue? Ça, c'est la première question qu'on peut se poser. Est-ce qu'ils ont l'habitude de lire un texte qui dépasse les 3 pages, les 4 pages dans leur propre langue? D'accord? Est-ce qu'ils ont l'habitude de lire des textes qui dépassent les 150 caractères de Twitter, par exemple? Ce sont de vraies questions qu'on peut se poser. C'est-à-dire, au lieu exactement de dire « les apprenants ne sont pas bons », d'accord? Ça, ce serait le plus simple, voilà, ce serait pratique pour tout le monde. En réalité, il faut se poser la question de savoir est-ce qu'ils ont les stratégies qui leur permettent de répondre en réalité à ce que nous, on leur demande. D'accord? Et peut-être pour nous, ça nous change finalement l'enseignement, dans le sens où finalement, on n'a pas 150 heures pour enseigner la langue, mais on a 140 heures pour enseigner la langue et on a 10 heures pour enseigner finalement les stratégies d'apprentissage. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'au moins, ça nous permet de dire qu'il faut le voir comme une sorte d'investissement pour l'avenir. C'est-à-dire, à partir du moment où les apprenants savent utiliser ces stratégies, ça veut dire qu'ils peuvent les transférer par la suite. Si par exemple, je peux vous dire, dans la plupart des cas, des formateurs, ils se plaignent en disant « les apprenants, ils ont beaucoup de difficultés en français ». Et là, moi, la première question que je pose, c'est « d'accord, mais est-ce qu'ils connaissent une autre langue étrangère ?»
Bien sûr, parce que le français, très souvent, c'est la L2, c'est la deuxième langue étrangère, la L3, pardon, la deuxième langue étrangère qu'ils apprennent. Mais dans ces cas-là, pourquoi il n'y a pas de transfert de compétences? Pourquoi il n'y a pas un transfert de stratégie? C'est-à-dire dire qu'on comprend un texte quand on le lit 3 fois sans insister sur les mots, ça, ce n'est pas une nouveauté francophone. Ça concerne toutes les langues, logiquement. Et donc, logiquement, les apprenants devraient être capables de transférer ces stratégies. Mais s'ils n'ont pas du tout réfléchi là-dessus, on ne peut pas le leur demander. Et donc, forcément, on est obligé, à un moment, de les amener à cette réflexion. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre exactement de réutiliser tout cela dans notre enseignement. Et ça va leur permettre d'avoir un regard beaucoup plus critique sur leur enseignement et, bien évidemment, d'être beaucoup plus efficace. D'accord? C'est pour ne pas revenir exactement, vous l'avez vu ce matin, avec l'enseignement de la grammaire. D'accord? C'est-à-dire, soit je peux faire le choix de dire, je leur donne la règle, ils font les exercices et c'est bon, et on verra bien s'ils vont se débrouiller avec les temps du passé, soit il faut exactement avoir des stratégies d'apprentissage qui vont leur permettre d'observer, et éventuellement, si un jour ils seront confrontés à un autre phénomène, au moins il faut qu'ils le fassent par eux-mêmes, directement. Ils vont observer, arriver à des conclusions et ensuite réutiliser. D'accord? Là, par exemple, j'ai travaillé sur donc, on va en parler vendredi. Je cherche dans les manuels, je n'arrive pas du tout à trouver la forme donc. Et donc je me dis, mais comment, effectivement, on peut se dire, mais comment les apprenants, ils savent, comment ils vont l'utiliser, comment ils savent comment il faut le faire et l'utiliser correctement? Parce qu'exactement, ils vont passer par l'observation de la langue. Nous, on ne peut pas tout enseigner, de toute manière. Il y a un moment où ils seront obligés de réfléchir par eux-mêmes, ils vont observer par eux-mêmes et ils vont arriver à des conclusions. Peut-être erronées, peu importe. Le plus important, ce sera exactement cette procédure, cette démarche. Et il y aura un moment où ils vont effectivement corriger cette démarche. Oui, allez-y. Est-ce que ça concerne les étudiants, c'est-à-dire que je peux l'expliquer avant Ce qui est idéal, c'est bien évidemment, dans un monde magnifique, on serait parti sur le principe que dans notre éducation nationale, quand ils sont au collège, au lycée, quand ils commencent à apprendre une langue étrangère, on les amène à réfléchir et à observer, etc. Ça ne se passe pas. Ça se passe pas du tout comme ça, on le sait. Tant pis, mais nous, on a de l'espace maintenant pour le faire à l'université. D'accord? Et c'est pareil, c'est-à-dire ces observations-là, vous avez parlé de la traduction, mais comment est-ce que je peux traduire? Ça veut dire que déjà, je dois observer le texte, je dois observer les procédés de traduction, je dois développer des stratégies qui vont me permettre d'aller au-delà de mes lacunes. D'accord? Donc, tout est une question de stratégie. C'est-à-dire, il faut que je sois, d'accord, conscient en fait de mes difficultés. Il faut que je sois conscient de ce que je mets en place pour apprendre une langue étrangère. Okay. Donc, juste parce qu'on en avait parlé, on en a parlé tout à l'heure, la question exactement du champ lexical de la carte heuristique, ça c'est quelque chose que c'était dans le livre de Oxford dans les années 80, mais c'est quelque chose exactement qui nous rappelle ce qu'on dit aujourd'hui la carte heuristique, mais un peu dans une version un peu plus ancienne. Mais vous voyez exactement le principe, c'est comment finalement j'ai créé une cartographie en fait des mots qui me permettent exactement de les associer à des images, à des sons, et comment je peux les associer entre eux pour les apprendre. Après, vous pouvez trouver très facilement exactement différents types de cartographie. De toute façon, maintenant, les cartes conceptuelles, c'est quelque chose qui est très à la mode. Donc, on peut même l'utiliser au niveau, je ne sais pas si vous en avez parlé hier, au niveau des stratégies enseignantes, mais même nous, on peut les utiliser exactement pour mettre en place notre cours. Mais ce que moi, je trouve beaucoup plus intéressant, mais ça, c'est une question voilà. De préférence personnelle, exactement, c'est que ce sont les stratégies indirectes.
Et là, je pense que ça correspond beaucoup plus à votre public. C'est pour ça que j'ai une préférence pour ça, parce que ce sont les stratégies qu'on peut les mettre en place avec des adultes. Et comme moi je travaille surtout avec des adultes, je trouve ça extrêmement intéressant parce que, en fait, ce sont les stratégies indirectes, c'est-à-dire toutes ces stratégies que les apprenants vont mettre en place pour réfléchir sur leur propre apprentissage. C'est-à-dire, dire par exemple à un apprenant, tu sais, tu dois tout le temps parler en français, ça je pense que tout le monde le sait. Dire, il faut que tu prennes des notes, il faut que tu révises des notes, ça tout le monde le sait. Mais ce qu'on ne fait pas du tout en fait, bon, peut-être vous le faites, donc on pourra en discuter, c'est exactement la question de comment on amène les apprenants à réfléchir sur leur propre enseignement et à réfléchir de manière explicite. Non pas, l'objectif ce ne sera pas juste de leur dire ah, vous savez maintenant vous avez fait ça, ça et ça. Non, mais c'est à eux de prendre la parole pour dire comment ils apprennent. Et là, il y a différents types d'activités, il y a différents types de stratégies qu'on développe, parce qu'il y a tout d'abord toute la question sur l'affectivité, c'est-à-dire comment exactement je peux diminuer l'anxiété. Pourquoi? Parce qu'on le sait très bien, l'aspect affectif, ça peut avoir un impact très important sur l'apprentissage. Et c'est l'aspect affectif, de toute façon, on le sait, qui bloque très souvent l'expression orale. D'accord? C'est la raison pour laquelle certains collègues proposent, par exemple, de passer par l'acte théâtral, par ce que vous avez observé certaines ce matin, pour développer exactement la production orale. Avec d'autres aspects, comme exactement l'auto-encouragement, etc. C'est-à-dire, tout simplement, c'est la question de comment est-ce que je peux finalement encourager mes apprenants, ou comment ils peuvent eux-mêmes s'auto-encourager. Est-ce que par exemple, et là on revient sur une discussion qu'on a eue plusieurs fois, dire à un apprenant, l'interrompre pour lui dire là tu t'es trompé, tu n'as pas bien prononcé, bien évidemment c'est une stratégie qui va à l'encontre de toute affectivité, bien évidemment. C'est exactement la stratégie à éviter. Okay? Exactement, l'idée de travailler sur l'affectivité, c'est que, vous le savez peut-être, vous connaissez Krashen, qui avait dit que quand on apprend une langue, il y a ce qu'on appelle un moniteur, et exactement quand il y a beaucoup d'affectivité, ce moniteur, il est très puissant, et du coup ça bloque, bon, je vulgarise un peu, ça bloque l'apprentissage, ça bloque par exemple l'expression orale. Pourquoi? Parce qu'on est en train chaque fois de réfléchir, de dire est-ce que j'ai bien prononcé ce mot? Est-ce que j'ai bien conjugué le mot? Est-ce que j'ai bien fait la syntaxe? Est-ce que j'ai bien fait ceci, cela, etc. Et résultat, finalement, on ne se focalise pas du tout sur ce qu'on va dire, mais plutôt sur comment on va le dire. Résultat, on bloque et on ne peut plus parler. Par contre, ce qui semble être extrêmement important, c'est exactement aussi les stratégies sociales, c'est-à-dire comment on fait pour poser des questions. C'est-à-dire les apprenants, ils doivent être amenés à poser des questions, à coopérer avec les autres, à cultiver, comme on dit, l'empathie, c'est-à-dire tout simplement à comprendre ce qui peut être difficile pour les uns et pour les autres. C'est-à-dire, là, l'idée, ce sera tout simplement exactement de transformer la classe en un groupe social, un groupe qui va permettre exactement un travail collectif, coopératif. D'accord? Et donc, c'est exactement ce qui manque très souvent dans la classe, et vous le voyez, quand on voit, je ne sais pas si ça vous arrive, mais j'avais observé mes apprenants à un moment, quand je leur donnais des textes à résumer, ils se partageaient le texte, chacun faisait le résumé d'un paragraphe, et après ils mettaient ensemble les petits résumés. Là, c'est au niveau des stratégies sociales, c'est zéro, mais zéro. Ça veut dire qu'il n'y a aucune coopération, il n'y a aucune logique de réflexion commune qui va les amener finalement à échanger, à discuter, etc. D'accord ? Et là, la question qu'on peut se poser par contre, et on en a déjà parlé un peu, et c'est la question exactement de mais ils vont utiliser quelle langue? D'accord? C'est-à-dire,
quand on va essayer de développer ces stratégies sociales, ça veut dire que quand ils vont commencer à travailler ensemble, pour réfléchir ensemble, etc., est-ce qu'ils doivent le faire en français ou dans leur propre langue première? D'accord? Et c'est là où, bien évidemment, je peux vous dire que la réponse est on ne sait pas. C'est là où il y a exactement plusieurs travaux qui ont donné des résultats complètement contradictoires. Et donc, il y a des travaux qui disent, surtout dans leur propre langue, parce que ça leur permet finalement de décharger cognitivement le travail, ça va les faciliter au niveau de la réflexion, ils vont trouver des arguments plus facilement, etc., etc. Et après, ils pourront l'écrire dans une langue étrangère, parce que tout le travail sera déjà fait, en fait, beaucoup plus rapidement. Il y a ceux qui disent, attention, non, il faut qu'on le fasse dans une langue étrangère, dans la langue étrangère, parce que ça leur permet finalement de retravailler sur la langue étrangère, de développer la négociation dans une langue étrangère, de développer exactement toute une partie au niveau du lexique, de la syntaxe, etc., des compétences qui leur permet finalement d'échanger. D'accord ? Oui. Ça dépend des apprenants. Donc, si jamais on a des nationalités différentes, on ne va communiquer qu'en français. Donc, ça dépend vraiment des personnes qui sont là. Là, le risque, par contre, n'oubliez pas, c'est que leur langue commune risque d'être l'anglais. Et donc, très souvent, ils passent par l'anglais. C'est ce qu'on a trouvé ce matin. Oui, et très souvent, ils vont communiquer en anglais exactement pour faire face à ces lacunes. Oui, mais ce que je voudrais dire, que c'est la langue qui vraiment lie toutes les personnes. Donc, si c'est l'anglais, c'est le français. Donc, ça dépend vraiment des apprenants. Alors, ça dépend des apprenants et des langues qu'ils maîtrisent. Mais c'est là où, effectivement, nous, et au niveau des stratégies sociales, il faut qu'on ait un regard quand même, on doit observer. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que déjà, il ne faut pas juste dire, ils vont utiliser la langue qu'ils maîtrisent tous en commun et c'est bon. Mais moi, la question que je me pose chaque fois et que je pose à mes collègues est la suivante. Mais est-ce que vous savez si les apprenants maîtrisent parfaitement l'anglais? C'est-à-dire, si déjà ils ont des lacunes en anglais et ils vont exactement continuer à avoir des lacunes, comment est-ce qu'ils vont communiquer avec les autres? Ça veut dire que déjà l'utilisation d'une autre langue qui va véhiculer en fait leurs idées, etc., c'est une langue qu'ils ne maîtrisent pas forcément. Donc on ne peut pas être sûr qu'ils comprennent parfaitement ce qu'ils veulent dire dans l'autre langue. Donc du coup, on tourne un peu en rond finalement, au bout du compte. Mais moi je pense qu'il faut le voir un peu différemment, la question de stratégie sociale. C'est-à-dire, au bout du compte, l'utilisation de la langue, que ce soit le français ou une autre langue, leur langue première, ne dépend pas des compétences communes, mais plutôt de ce que nous, on veut faire. Et c'est là où nous, on intervient en tant qu'enseignants. C'est-à-dire, au moment où je vais leur demander une activité commune, est-ce que mon objectif, ce sera de développer également cette compétence de négociation, de réflexion en français, de pouvoir synthétiser par exemple? Ou est-ce que mon objectif, ce sera plutôt le résultat, c'est-à-dire le texte rédigé? Donc si effectivement, moi, je veux quand même travailler sur la procédure qui les amène à un résultat, dans ces cas-là, effectivement, il faut être sûr qu'ils vont utiliser le français, parce que ce qui m'intéresse, c'est exactement le développement des différentes compétences qui va les amener jusqu'au résultat. Donc, ça c'est vu par l'enseignant, oui. Stratégie sociale. De toute façon, les stratégies sociales, je pense que dans tous les différents types de stratégies, nous, on joue un rôle très important parce qu'on est là pour les travailler avec eux. Et vous voyez, c'est quelque chose qu'on voit dans les manuels, mais qui passe comme ça, c'est comme une sorte de... Ça nous paraît presque évident. Quand ils disent, par exemple, travailler en groupe, ou par 2, ou par 3, etc. C'est exactement cette question de développement des stratégies sociales. D'accord ?
Oui. Une petite question aussi, je pourrais rebondir un petit peu sur les stratégies affectives. Est-ce qu'elles prennent en considération aussi le côté psychologique des apprenants? Parce que ce que j'ai remarqué, c'est qu'à force d'avoir subi, nos étudiants, je veux dire, subi l'approche normative, ils finissent à avoir tout le temps, même si on essaie de travailler sur tout ce qui est ne pas s'arrêter à chaque erreur qu'ils font et tout ça, on ne cesse pas de penser au jugement des enseignants. Et alors, personnellement, je ne cesse pas de dire, je ne suis pas là pour vous juger. Donc, si vous faites des erreurs, moi personnellement, je continue à faire des erreurs et ça c'est la vie. Même en arabe, on le fait. Mais c'est que parce que on a subi tous, depuis l'école, le jugement des enseignants. Et donc, est-ce que ces stratégies affectives prennent le côté aussi psychologique de l'apprenant ou pas? Bien sûr. C'est exactement la question de l'anxiété, c'est-à-dire comment on fait pour faciliter l'apprentissage. Mais là, moi, je pense que la meilleure réponse aux stratégies affectives, c'est-à-dire la meilleure réponse à il y a un collègue qui travaille sur les barrières émotionnelles, c'est-à-dire tout ce qui peut empêcher finalement l'enseignement, c'est, parce que vous avez parlé d'erreurs, pour moi, ce serait exactement les stratégies métacognitives. C'est-à-dire, en réalité, quel est notre objectif? L'objectif, ce sera de renforcer la conscience de nos apprenants. C'est-à-dire, pour que les apprenants comprennent que, bon, moi je vous fais un commentaire, je vous dis, désolé, votre prononciation me pose quelques problèmes parce que là, vous n'avez pas très bien prononcé. Effectivement, un apprenant qui n'a pas du tout réfléchi à son apprentissage, il va être tout de suite complètement bloqué, choqué, et tout ce que vous voulez. Et c'est pour ça que je pense que ce qui joue un rôle très important pour moi au niveau du renforcement personnel aussi des apprenants, c'est la question des stratégies métacognitives. C'est-à-dire, c'est tout ce travail que nous, on peut faire avec nos apprenants pour les amener à une observation de leur propre enseignement. Et c'est la partie qui m'intéresse le plus. C'est-à-dire, c'est comment je peux expliquer, comment mes apprenants, ils peuvent réfléchir et il peut dire, moi, je peux faire ça, ça et ça. Je ne peux pas faire le A, B et C, mais je sais comment je peux faire pour corriger mes erreurs. Ou je sais comment je peux aller plus loin. Je sais comment je peux, par exemple, revoir mes enseignements. Et c'est à partir du moment où ils deviennent maîtres de leur apprentissage, dans le sens où ils observent et ils sont conscients de leurs difficultés, je pense qu'exactement comme ça, ils peuvent aussi renforcer toute cette partie affective. Parce que vous avez dit que vous avez peut-être fait, vous êtes en train de faire des études avec des enfants, et j'ai remarqué qu'avec un enfant qui n'est même pas encore conscient de cette question de jugement, il parle plutôt sans réfléchir à toutes ces contraintes qui nous bloquent. Alors, ils avancent, mis à part bien sûr la nature de leur degré d'apprentissage et comment ils peuvent avancer et apprendre facilement, aisément une langue étrangère, mais ils avancent plus rapidement qu'un étudiant étranger qui apprend pour la première fois une langue étrangère, parce qu'il n'y a pas toutes ces contraintes psycho-affectives. Mais qui peuvent arriver assez rapidement. Voilà. C'est ça le problème. Voilà. C'est que ce sont à partir du moment où vous êtes scolarisé. On ne peut pas garantir la continuité de cette flexibilité d'apprentissage. Pas du tout, parce qu'à partir du moment où vous êtes scolarisé, ça y est. Voilà. Ça veut dire que vous êtes dans un système d'évaluation. D'accord ? Dans un système d'évaluation, parfois. Bon, moi. Le mot évaluation, pour moi, n'a pas un sens négatif. Oui. Mais exactement, quand on est dans un système, par contre, d'évaluation